Je vais maintenant donner la parole à notre second invité, Monsieur Adam Mongrain, vous êtes directeur habitation chez Vivre en Ville, un organisme qui fait la promotion des collectivités viables depuis 25 ans. Vous vous intéressez aux mécaniques de fixation de prix dans le marché immobilier, principalement dans le cadre du projet PORTE, un laboratoire de solutions pour l'abordabilité et la durabilité en habitation. Vous travaillez également sur l'établissement d'un registre des loyers publics obligatoire et universel, en particulier à travers l'initiative que vous avez peut-être vue, l'initiative citoyenne qui porte le nom de registre des loyers citoyens. Monsieur Mongrain, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais me pratiquer avec la manette tout de suite. Je vais essayer de rapidement arriver au niveau de Jérôme. J'y suis presque. Parfait. Ah, je suis rendu habilité. Donc, merci tout le monde pour la chance de me prononcer aujourd'hui ici, d'être écouté. Comme annoncé, je représente l'organisme Vivre en Ville qui fait la promotion des collectivités viables depuis plus de 25 ans. Le laboratoire de solutions dans lequel j'ai travaillé, sur lequel j'ai travaillé, PORTE, est issu d'un constat qui s'était posé à l'interne que les bonnes pratiques en aménagement du territoire et en développement durable étaient parfaitement compatibles avec une hausse des prix qui faisait que les milieux les plus complets, les plus riches en services, les plus riches en offres de transport actif se retrouvaient être aussi les plus dispendieux. Puis, à terme de cet exercice-là, qui allait être en mesure de profiter de toute cette richesse qu'on créait, mais seulement les personnes qui étaient capables de se le payer. Donc, le laboratoire a été lancé pour s'adresser à ce problème-là en particulier. Je vais commencer avec un élément de contexte ici parce que je pense que tout le monde sait que ça coûte cher, les loyers de ces temps-ci. Je ne suis pas certain qu'on a tous les mêmes chiffres. Je vais vous partager les chiffres les plus récents que j'ai. Non, peut-être pas celui-là. J'en ai trop fait. Donc, juste vous montrer l'appréciation en prix. OK, j'en ai encore trop fait. On va travailler en équipe, Régis et moi. Les chiffres les plus récents, tels que rapportés par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, voici la hausse des prix des maisons unifamiliales en 2008, 2018 et 2021. Donc, selon la base de 2008, vous voyez Plateau-Mont-Royal, c'est plus 152 %, donc plus que le double. Côte-Saint-Luc, plus 164, Antique, plus 122 et Villeray-Saint-Michel, par extension, nous sommes plus 159. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'écart de temps entre les deux barres de droite, c'est seulement 3 ans. Donc, on a pris 10 ans pour se rendre à la barre jaune dans la première barre orangée, puis ensuite seulement 3 ans pour faire ce progrès-là par la suite. On a vu dans les nouvelles dernièrement qu'il y a peut-être un petit ralentissement au niveau des prix immobiliers. Je vais me mouiller, je vais faire des prédictions, puis au pire, j'aurai tort. On ne perdra pas la hausse qui a été accumulée dans les dernières années. Et ça va reculer un peu, ça ne reculera pas au point qu'on va retrouver les prix qu'on avait en 2008. Maintenant, on sait que ça coûte cher dans les quartiers centraux. Quelque chose qui est aussi important, c'est à quel point ça coûte plus cher dans les quartiers centraux de Montréal que dans d'autres quartiers centraux ailleurs sur la planète. Ce que vous voyez à l'écran, puis là, je vais me permettre de peut-être jouer avec le temps qui m'est alloué, mais c'est vraiment important qu'on regarde tout le monde ça ensemble. C'est la hausse des prix en termes réels. Donc, ça veut dire que l'inflation est calculée dans les chiffres que vous voyez à l'écran dans 7 pays différents entre 2000 et 2020. Vous voyez, pas l'époque, mais bien l'année à laquelle les prix sont rapportés dans le coin en haut à droite. Là, en 2008, on est dans la crise des subprimes aux États-Unis. Donc, vous voyez, les États-Unis à droite, ça va beaucoup moins bien qu'ailleurs. À partir de 2012, on est maintenant en 2012, le Canada trône au sommet en ce qui a trait à l'appréciation des prix en immobilier en termes réels. Donc, l'inflation est déjà calculée dans ces chiffres-là. Je continue à parler un peu pour faire la diversion parce que je veux vraiment me rendre au bout du vidéo pour que vous voyez à quel point ça l'a apprécié. Donc, blablabla, je continue. Il reste peut-être 10 secondes. Voilà. Ça, c'était il y a 2 ans. Regardez l'écart qui nous sépare du Royaume-Uni, de la France, des États-Unis, de l'Espagne, de l'Allemagne et de l'Italie. Au niveau du pouvoir d'achat, il n'y a rien qui va aussi mal que le Canada en ce moment. On a vraiment perdu beaucoup de valeur du dollar par rapport aux biens immobiliers et c'est relativement unique dans le monde. Unique à quel point?
J'espère que je n'ai pas pesé 2 fois. Parfait. Ce qu'on voit ici, c'est les courbes du pouvoir d'achat et du prix des maisons avec nos voisins les plus près, les États-Unis. Ce que vous regardez dans le graphique à gauche, c'est que le prix des maisons a reculé par rapport au pouvoir d'achat aux États-Unis. Donc, même si on voit des maisons qui coûtent plus cher aux États-Unis parfois à la hauteur du pays, ben, ils ont quand même plus d'argent pour se payer des maisons que nous, on en a. Ce que vous voyez à droite, ben, c'est la barre noire, le prix des maisons, puis la barre rouge, c'est le pouvoir d'achat qu'on a. Donc, indépendamment qu'on se dit, bon, on a vu des maisons à San Francisco, puis ça coûte 8 millions de dollars, au niveau de la somme qu'on a dans nos poches, puis le prix que ça coûte habiter, c'est ici que ça va le plus mal en ce moment, ou c'est ici que ça s'est le plus détérioré à l'échelle de la planète entière. C'est super important dans le cadre des quartiers centraux de Montréal parce qu'il y a des mécanismes causaux qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la grande région sur la base de l'appréciation de prix qu'on a vécu dans les quartiers centraux de Montréal. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est des études sur la hausse des prix ou plutôt la progression des prix dans 4 grandes villes américaines. Détroit, Los Angeles, New York et San Francisco. Puis les 3 couleurs de bandeaux que vous voyez dans les graphiques, c'est les 3 tiers de toutes les maisons qui sont à vendre dans un marché. La jaune, c'est celle qui coûte le moins cher. La bleue, c'est celle qui coûte le plus cher. Quand il y a une croissance démographique, une croissance économique, comme c'est le cas à Montréal, donc il y a plus de gens, puis il y a plus d'emplois, puis il y a plus de richesses, le prix des maisons a tendance à augmenter. Mais il n'augmente pas de façon uniforme. Dans tous les cas où il y a de la croissance, ce qui augmente le plus vite, c'est le stock qui coûte le moins cher. Ce que ça veut dire, ça, c'est que les maisons qui coûtaient cher par rapport aux autres maisons en 2000 à Montréal, évidemment, elles coûtent plus cher en 2020, mais ils n'ont pas doublé de prix. Par contre, les maisons qui ne coûtaient pas cher en 2000, aujourd'hui, ont doublé ou plus de prix. C'est important parce que le Urban Institute de Washington, D.C. a établi que l'écart entre le prix médian, j'y suis presque, l'écart... C'est égayant quand même, ça met du dynamisme dans la présentation. L'écart entre le prix médian et le revenu médian est le meilleur prédicteur de gentrification d'un quartier. La manière dont ça se passe, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est un ancien acheteur. Il y a beaucoup de gens qui sont des nouveaux acheteurs. Puis en général, les nouveaux acheteurs, donc qui sont à leur premier achat, ils ont moins d'argent que les personnes qui sont à leur deuxième ou troisième achat parce qu'ils ne viennent pas de vendre une maison pour acquérir dans le marché. Ils sont systématiquement dirigés vers des endroits où les prix sont moins chers parce qu'ils arrivent avec moins d'argent dans le marché. Puis ils vont aller vers des endroits où les prix étaient historiquement plus bas. Donc, plus l'écart entre le prix médian dans la région est élevé et les revenus médians, pas une belle phrase, mais vous avez compris, plus les gens vont se retrouver à acheter dans les milieux où ça ne coûtait pas cher avant. Puis ça donne évidemment beaucoup de déplacements puis beaucoup de pression gentrificatrice ou de pression de déplacement sur des endroits où est-ce que historiquement ça ne coûtait pas cher. Ce que vous voyez, c'est le top 6 de la gentrification aux États-Unis. Évidemment, Los Angeles, c'est assez fou comme mesure. On connaît bien les histoires d'horreur qui viennent de San Francisco. Vous devez savoir qu'entre 2018 et 2020, le ratio prix médian, revenu médian pour la région de Montréal, donc pas le centre de Montréal, la région de Montréal, était à 7,78, donc au-delà de San Diego, juste en dessous de San Francisco. La façon dont ça s'est manifesté sur le territoire, c'est qu'il n'y a à peu près eu aucune croissance démographique dans les quartiers centraux. La hausse des prix qu'on a vécue, dont le noyau est vraiment le cœur de Montréal, ça a exercé une force centrifuge. Puis toute la croissance démographique des 20 dernières années s'est dirigée vers l'extérieur de la ville. Toutes les pointes que vous voyez ici, c'est la croissance de population entre 2000 et 2020, telle que rapportée par Radio-Canada il y a quelques semaines. J'invite votre regard vers le centre de la carte, les quartiers centraux. Il n'y a pratiquement aucune croissance démographique qui a eu lieu dans le cœur de Montréal. J'ai pris une petite note ici, puis je vais juste m'assurer de dire le bon chiffre. Donc, si on prenait toutes les pyramides, toutes les pointes violettes, puis on les additionnait, ça représente 659 000 personnes. Puis, ça représente dans la région une augmentation de 18,2, mais une perte de densité de 9,7 %. Pour référence, c'est un chiffre que je pense que c'est important de garder en tête. On est dans Villeray-Saint-Michel, parc extension. Ici, le pic de population, on ne vient pas de l'atteindre. Le pic de population tel que rapporté par le recensement, c'est en 1966, où il y avait 201 000 personnes dans l'arrondissement. Ici, on est aujourd'hui à 144 000. Donc, ça veut dire qu'il y a 50 000 personnes de moins qui habitent dans le quartier ici aujourd'hui qu'il y en avait en 1966.
Ce qui s'est passé, évidemment, avec la hausse des prix, c'est qu'on a fait grande place au Drive Until You Can Qualify. Jérôme l'a évoqué ici. Donc, on a beaucoup financé des autoroutes, puis ouvert du développement résidentiel dans les terres agricoles parce que, comme ça coûte trop cher dans les quartiers centraux, puis les gens veulent accéder à la propriété, mais les gens conduisent jusqu'à un endroit où ils sont en mesure de s'établir. C'est un enjeu qui dépasse les frontières des quartiers centraux de Montréal, mais qui a un impact direct sur la qualité de vie de tous les citoyens à Montréal et au Québec, parce que ce n'est pas soutenable. Ce que vous voyez à l'écran, la carte, c'est les émissions de carbone par ménage dans la grande région de Montréal. Puis il faut comprendre que tout ce qui n'est pas jaune très clair, ce n'est pas durable. Donc, tout le monde en ce moment qui habite dans les couronnes nord, sud, première, deuxième, émettent trop de carbone par rapport à ce dont on a besoin d'émettre pour atteindre nos cibles en matière de résilience et de lutte au changement climatique. C'est impératif de trouver une manière, oui, d'augmenter l'offre de transport actif, transport collectif structurant dans ces zones-là, mais aussi d'accueillir de la croissance démographique au centre de l'île. Évidemment, personne ne peut dire ben moi, j'ai seulement 100 $ pour le loyer ici qui est 2000 $, mais c'est important pour l'environnement, fait que vous allez me laisser rentrer. Donc, il va falloir trouver une manière de rétablir l'abordabilité dans le centre de l'île. À cet effet, je pense que c'est vraiment important d'accepter la complexité. Le logement abordable, c'est une drôle de mesure. L'abordabilité, c'est une drôle de mesure parce que c'est nécessairement à deux échelles. L'abordabilité, c'est les moyens qu'on a, puis le prix, ça coûte. Le logement abordable, mettons tel que défini dans la stratégie nationale sur le logement de la SCHL, ça veut dire 30 des revenus bruts d'un ménage sont en mesure de payer l'habitation. Mais selon cette mesure-là, à peu près toutes les maisons dont l'hypothèque est payée est abordable. Selon cette mesure-là, le quartier d'Outremont, où je ne me souviens plus de où on est aujourd'hui, mais en 2020, le prix médian, c'était 1,8 million de dollars pour la maison, mais c'est un des quartiers les plus abordables de Montréal, compte tenu que la majorité des ménages qui y sont en mesure de payer l'hypothèque avec seulement 30 de leurs revenus. Donc, ça évite énormément de confusion sur qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de logement abordable. Puis à cet effet-là, on a décidé dans nos travaux de ne pas essayer de se donner une définition qui allait être immuable, mais de travailler sur une autre définition qu'on estime plus productive. Donc, je vais mettre la diapositive à l'écran, puis j'espère vraiment que c'est le punch de ma présentation, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Plutôt que parler de logement abordable, on souhaite créer un contexte d'abordabilité. C'est quoi un contexte d'abordabilité? C'est un contexte dans lequel tous les ménages peuvent faire des choix pour se loger sans sacrifice au niveau des postes de dépenses essentielles et dans lequel les prix n'augmentent pas plus vite que les revenus. Donc, il y a deux éléments extrêmement essentiels, c'est un peu redondant, mais très, très important dans cette définition-là. Premièrement, c'est un contexte. Le logement abordable, ce n'est pas une unité. On est dans une situation de marché où si les personnes déménagent, ils trouvent plus qu'une option avec leur budget, peu importe leur budget. Donc, ça veut dire qu'il faut une abondance, donc des choix à toutes les tranches de revenus. Puis finalement, les prix n'augmentent pas plus vite que les revenus. Parce que ça, c'est essentiel pour la pérennité, si on parle de la réflexion 2050. Il faut absolument qu'on réussisse à contrôler l'écart qui se creuse entre les revenus puis les prix. Parce que même si on établissait aujourd'hui un contexte dans lequel tout le monde ici pouvait déménager facilement, si les prix augmentent plus vite que les revenus, ça va durer 5, 10, 15 ans, puis après ça, on va retrouver dans la situation où est-ce qu'on était. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça dans le cadre de la réflexion aujourd'hui? C'est qu'on a découvert des choses qui fonctionnent et qui sont en mesure de créer une abordabilité dans les contextes tels que les nôtres. Mais c'est dur. C'est extrêmement choquant au niveau des efforts puis au niveau des changements individuels et collectifs que quand on arrive à proposer une solution ou quand on arrive au moment décisionnel, on dit « OK, on va essayer de créer de l'abordabilité », il va y avoir 1 million de raisons pourquoi pas le faire. Ça va être des bonnes raisons. Puis tout le monde ici va avoir sa raison préférée pour laquelle on ne fera pas la chose qui va amener de l'abordabilité. Pour réussir à faire du chemin sur la question, il faut que l'abordabilité devienne la chef caractéristique de toutes nos décisions en aménagement parce que c'est souvent la première chose qui saute. Ça prend une intention à laquelle on souscrit toutes nos interventions. Puis on sait que ça marche parce que ça a fonctionné ailleurs.
Ici, vous voyez les courbes de prix. Je ne sais pas si vous avez remarqué tantôt ma diversion pendant qu'il y avait la vidéo, c'était aussi pour vous distraire du cas de l'Allemagne où les prix réels ont reculé pendant plusieurs années. Il existe des territoires, des pays industrialisés où le pouvoir d'achat est fixe ou progressif par rapport au prix des maisons. Il n'y a pas de gouvernement ou d'édit qui lie la Suisse, l'Allemagne et le Japon dans leurs décisions. Ils font ça de façon spontanée. Mais dans tous ces contextes-là, ils ont réussi à établir une abordabilité pérenne, donc des prix qui n'augmentent pas plus vite que les revenus et des choix pour toutes les personnes qui voulaient déménager. Pendant ce temps-là, regardez la courbe des prix. Ça, c'est la même période Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni puis au Canada. Vous comprendrez bien que ce n'est pas une question que le bois est gratuit ou que le béton est gratuit en Allemagne ou que les capitalistes japonais détestent le profit. Ils sont vraiment dans un contexte d'abordabilité qui permet à tout le système de travailler dans cette direction-là. Puis, tantôt, je parlais des choix difficiles. Pourquoi est-ce qu'on devrait se soucier de ça? Pourquoi est-ce qu'on devrait travailler pour se donner ce contexte-là? Après tout, il y a peut-être des gens ici qui sont déjà installés dans les quartiers centraux, qui y sont bien, puis ce n'est pas vraiment leur problème si les gens s'en vont habiter à Terrebonne ou à Longueuil. Puis je ne fais pas des accusations à vous, je pense que c'est un sentiment tout à fait légitime. Pourquoi est-ce que ça nous préoccuperait si nous, on est déjà établis comme ça, qu'il y a des gens qui essaient s'installer à Laval ou à Saint-Jérôme? Mais à terme, c'est nous les autres. On ne peut pas aménager dans une maison pleine. Puis si la capacité résidentielle des quartiers centraux est fixe, puis qu'on fait tout le développement résidentiel immobilier à l'extérieur des quartiers centraux, nous-mêmes, nos enfants, nos amis, nos parents, tout le monde qu'on connaît, nos collègues, va être contraint tôt ou tard, parce qu'on finit par déménager dans la vie, à s'éloigner des quartiers centraux. C'est vraiment important d'envisager que si on ne se donne pas les choix issus de cette abordabilité-là, tout le monde va en faire les frais éventuellement. Même si en ce moment, la manière dont ça s'organise, ça fait un grand transfert de richesse vers les personnes déjà établies. Ces personnes-là vendent, ils vont se retrouver dans un contexte inabordable, puis ça va manger l'entièreté de la plus-value qu'ils ont réussi à dégager. Donc, pas seulement à des fins de s'intéresser à la question des personnes qui viennent s'installer, mais aussi pour notre propre dignité puis notre propre qualité de vie plus tard, c'est impératif d'envisager un contexte d'abordabilité coûte que coûte. Dernière petite note sur les choses très concrètes, parce que là, j'ai vraiment été dans la haute théorie rapidement, mais avant de vous laisser, je vais vous montrer quelque chose. On parle du point d'équilibre dans le marché du logement comme 3 Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les nouvelles. On dit 3 c'est le taux d'équilibre, il faut le rétablir. Le taux d'inoccupation est en bas de 3 une crise du logement. Dans les faits, les loyers ne commencent pas à reculer avant qu'on ait un taux d'inoccupation de 10 C'est l'espace qu'il faut créer. Si on veut être dans une situation où on est dans un marché d'acheteurs perpétuel, donc les vendeurs sentent une pression de réduire les prix, puis on est dans un marché décentralisé, donc ça va nécessairement se passer avec une échelle de marché immobilier, donc calqué sur le bassin d'emploi, ça prend tellement d'options qu'il y a 10 de taux d'inoccupation. Puis on est évidemment très loin de se rendre là. Ça invite évidemment un calcul qui est glissant, qui est dangereux. S'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, ben, on pourrait se débarrasser du monde. Puis je ne dis pas de façon caricaturale, mais je veux aller au-delà de la réflexion pour dire, est-ce que c'est vraiment le genre de situation dans lequel on veut se mettre, de dire, il y a trop de gens qui veulent habiter à Montréal, puis on n'a pas notre 10 il faudrait rendre ça plus dur d'arriver à Montréal pour s'assurer qu'il y a toujours 10 Ça nous amène à un endroit très noir. On va faire des choix nécessairement arbitraires sur la qualité des personnes. Donc, je nous invite à envisager de quoi aurait l'air l'aménagement du territoire, de quoi aurait l'air un urbanisme qui prévoit faire de la place pour tout le monde qui veut habiter en ville. C'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Monsieur Mongrain. Merci de faire parler ces chiffres.